plaisir maintenant d'accueillir Daphné Bavelier, que je remercie particulièrement d'avoir fait le voyage de Genève pour nous parler de ses travaux. Daphné est normalienne, elle est parfaitement francophone, mais elle a fait toute sa carrière à Rochester, à l'étranger, avant de revenir en Europe, à Genève. Elle est spécialiste des apprentissages, des fonctions cognitives supérieures, et dans les dernières années, elle a démontré des effets très intéressants des jeux vidéo sur les fonctions cognitives. Et c'est à ce titre que j'ai pensé qu'elle pouvait nous faire un exposé sur l'entraînement du contrôle exécutif et la généralisation des apprentissages. Merci Daphné. Non, mille merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, donc Stan m'a donné comme mission de vous donner un tour d'horizon sur le contrôle exécutif, mais je vais être un peu une mauvaise élève. Et je vais vous parler d'une marotte qui est en effet les jeux vidéo. Et pas de n'importe quel jeu vidéo. Mon laboratoire s'intéresse en fait à la plasticité cérébrale et aux facteurs qui favorisent la plasticité cérébrale. Et donc les jeux vidéo qu'on va considérer aujourd'hui sont les jeux vidéo dits d'action. Alors quand vous rentrez chez vous et que vous voyez votre adolescent en train de jouer ces jeux vidéo-là, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh super, il entraîne ses mathématiques ». La première réaction est sans doute « T'as pas quelque chose de meilleur à faire ». Et ce que je vais vous présenter comme données, c'est des données sur à peu près une dizaine d'années qui montrent qu'en fait, jouer à ces jeux vidéo a des effets positifs. Et une des premières effets positifs qu'on a mis à jour, c'est d'améliorer la vision. Je parle vraiment de ce que vous êtes en train de corriger avec vos lunettes, par exemple. Donc, dans les études qu'on fait, on prend des sujets et on leur demande de venir dans le laboratoire et on teste leur vision. Alors c'est des tests assez poussés parce que c'est des sujets qui a priori ont une vision normale ou corrigée par leurs lunettes ou leurs lentilles. Et ensuite, on les attribue de façon aléatoire à un des deux groupes. Un groupe qu'on force à jouer à des jeux d'action et un groupe qu'on force à jouer à des jeux contrôle. Tout le monde vient dans le laboratoire pour jouer. Dans l'étude que je vais vous présenter, c'était 50 heures de jeu. Alors, ce n'est pas 50 heures en une semaine. Il y a quelques principes de base de l'apprentissage qu'on sait tous. C'est qu'il vaut mieux faire un petit peu tous les jours. C'est vrai à l'école, c'est aussi vrai pour les jeux vidéo. Et donc, en fait, c'est à peu près 40 minutes à 1 heure par jour, 5 jours par semaine, sur des périodes de 10 à 12 semaines. Et puis, au bout de ces 10 à 12 semaines, on dit à nos participants, écoutez, revenez dans quelques jours. Quelquefois, on leur dit de revenir dans quelques mois, quelquefois, on les revoit dans quelques années. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'effet durable de jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire pas le fait que si vous venez d'être engagé dans un bras-le-corps absolument phénoménal avec le big boss de votre jeu vidéo, vous allez être tout excité et du coup, en fait, avoir une meilleure vision. Ça, c'est vrai. Il y a des phénomènes d'excitation qui font que votre vision ou même des capacités cognitives deviennent meilleures. Et ces effets sont des effets qui passent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on peut vraiment améliorer la vision de façon durable ou améliorer la cognition de façon durable, parce qu'on cherche à appliquer ces outils à des fins soit éducatives, soit de rééducation de patients. Donc, quelques jours plus tard, ils viennent et on a pu montrer qu'il y avait des changements de vision où ils étaient capables de mieux voir les détails d'une scène visuelle, ils avaient une meilleure acuité visuelle, on dit, ils avaient une meilleure sensibilité au contraste, c'est la capacité, par exemple, que vous avez à conduire dans le brouillard et à savoir s'il y a une voiture devant vous ou pas. Ils avaient moins de crowding, on a entendu parler de ça par Joe Ziegler, où les lettres ont tendance à être les unes sur les autres. Si vous jouez à des jeux vidéo d'action, vous avez moins cette impression, les lettres sont plus claires. Donc il y a pas mal d'effets positifs, et je vous parle de gens qui sont des gens qui ont déjà une vision normale. Donc on peut augmenter la vision normale. Donc maintenant, la question qu'on s'est posée, et des actes de recherche, c'est de savoir comment mettre ce genre de résultats en application pratique. Et donc on a commencé des programmes de recherche pour faire des jeux vidéo d'action, mais maintenant pour des gens qui ont des problèmes de vision, comme par exemple un œil paresseux. Je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un peu une digression par rapport à l'éducation, mais c'est une des applications de genre de travaux qu'on fait. Ce que j'aimerais faire, c'est de mettre en contraste ces changements de vision avec un domaine totalement différent, la rotation mentale. Alors une tâche de rotation mentale, ce n'est pas exactement une tâche de vision, c'est une tâche visuospatiale, mais comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous l'illustrer là, c'est une tâche qui demande vraiment un certain effort cognitif.
tâche typique qui a été utilisée par des collègues à Toronto, où ils avaient des sujets qui venaient dans le laboratoire et ils leur disaient « Voilà une forme test, et vous avez intérêt à vous réveiller de votre sieste parce que je vais vous tester là, hein, et puis il va y avoir des notes. Donc, réveillez-vous, une forme test. Je vais vous montrer 4 autres formes. Il faut que vous me disiez parmi ces 4 formes, laquelle est une rotation mentale de cette forme test. Donc vous allez avoir 4 formes. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? J'écoute. Troisième. Il y a quelqu'un au premier rang qui était vraiment réveillé. Mais c'est dur. La raison pour laquelle je vous ai fait faire ça, c'est que ce n'est pas évident. Vous êtes sous pression temporelle, vous avez à répondre, et c'est quelque chose où on commence à sentir vraiment que ça grignote là-haut et qu'il faut vraiment utiliser ces ressources. Donc, dans cette expérience-là, très similaire à l'expérience de vision que je vous ai montrée, on demandait aux sujets de venir dans le laboratoire, on testait leur capacité à faire de la rotation mentale. Ensuite, les sujets étaient séparés en 2 groupes. Un groupe qui était forcé à jouer à des jeux vidéo d'action, un autre groupe qui était forcé à jouer des jeux contrôle. Et puis, tout le monde, à la fin de l'entraînement, était retesté sur un nouveau test de rotation mentale. Et de la même manière qu'en vision, les jeux vidéo d'action améliorent la vision, mais pas les jeux contrôle, là, ils ont trouvé la même chose, c'est qu'il y avait une amélioration durable en rotation mentale, c'est-à-dire que les sujets qui avaient dû jouer à ces jeux d'action avaient une meilleure capacité maintenant à faire de la rotation mentale que les sujets qui avaient été dans le jeu contrôle. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que c'est relativement rare dans la littérature sur l'apprentissage d'avoir une intervention qui fait qu'il y a du transfert à différentes tâches. Il est indéniable que les gens qui jouent aux jeux vidéo d'action vont devenir meilleurs à jouer aux jeux vidéo d'action eux-mêmes. Mais là, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de savoir est-ce qu'ils ont une meilleure vision, est-ce qu'ils ont une meilleure rotation mentale. Ce n'est pas exactement ce qu'il y a vraiment au cœur de ces jeux-là. Et d'ailleurs, on est en train de faire une méta-analyse pour montrer qu'il y a pas mal de domaines qui sont touchés de façon positive par les jeux vidéo d'action et que les effets sont de taille moyenne, donc c'est des effets relativement significatifs par rapport à ce qu'on connaît de l'apprentissage. Alors maintenant, qu'on n'ait pas de mécompréhension, pas tous les aspects de la cognition sont changés par les jeux vidéo d'action, et pas tous les aspects de la cognition vont sans doute être changés de façon positive. Et ça, c'est une autre discussion que je serais ravie d'avoir à la fin de cet exposé. Mais il y a des aspects qui sont changés de façon positive. Et on s'est posé le problème du mécanisme. Quel est le mécanisme par lequel ces changements, que ce soit en multitâche, en vision, en rotation mentale, en prise de décision, d'où viennent vraiment ces avantages? Et on a fait pas mal de recherches pour montrer qu'en fait, il y avait un changement très profond de ce qu'on appelle le contrôle attentionnel. Alors ça peut être un peu paradoxal, parce que je sais que vous avez sans doute accès à la presse et que une semaine sur 2, on voit des gros titres en disant les nouvelles technologies, le jeu vidéo rendent nos enfants déficients en attention, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes à l'école, etc. Dans le cas des jeux vidéo d'action, en fait, on a pu se poser directement cette question et on a sélectionné un test qui est un test qui est souvent utilisé dans le cadre des problèmes et des déficits attentionnels, qui est un test très simple. Un test où on demande au sujet de s'asseoir en face de l'écran et si le petit carré est présenté en haut, il faut répondre. Si le petit carré est présenté en bas, il ne faut pas répondre. Alors cette condition, comme vous pouvez voir, est marquée la condition impulsive, parce qu'en fait, on répond très souvent, donc on est dans un mode de réponse, et puis de temps en temps, il faut retenir sa réponse et surtout ne pas s'engager. Donc c'est quelque chose que des enfants qui sont par exemple très impulsifs ont du mal à faire. Il y a un problème d'inhibition. Vous avez une condition qui est une condition différente, qui est une condition d'attention soutenue, la condition qui correspond à la plupart du temps ne pas répondre, vous vous ennuyez horriblement, vous commencez à avoir des pensées un peu divergentes, ce qui vous arrive en ce moment parce que vous êtes assis depuis ce matin et que c'est dur d'avoir une attention soutenue pendant toute une journée. Et puis de temps en temps, il faut que je réponde, et donc il y a cette espèce de reprise de conscience, et on sait d'ailleurs que les réponses et les temps de réponse dans l'attention soutenue sont beaucoup plus longs que les temps de réponse dans les conditions impulsives. Est-ce que ce que vous voyez là, ça c'est les temps de réponse dans la condition
d'attention soutenue versus les temps de réponse à la condition impulsive. Mais ce que vous voyez aussi, ça c'est des jeunes adultes, des étudiants à l'université, qui disent soit jouer 5 heures de jeux vidéo d'action par semaine, soit ne pas jouer 5 heures de jeux vidéo d'action par semaine. Ceux qui disent jouer 5 heures de jeux vidéo d'action par semaine sont plus rapides. Et ils sont plus rapides à la fois dans la tâche d'impulsivité et dans la tâche d'attention soutenue. Maintenant, vous pourriez me dire, on n'a pas vraiment besoin de payer des études pour savoir ça, j'ai qu'à regarder mon fils dans le salon, il est vraiment totalement accro à ce bouton de réponse et il répond beaucoup plus vite qu'il devrait répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces tâches-là et dans la plupart des tâches qu'on a fait dans le laboratoire, en fait, ces individus répondent très vite, mais ne font pas plus d'erreurs. Donc ce n'est pas vraiment de l'impulsivité, au contraire, ils sont plus rapides et ils prennent plus de bonnes décisions d'une certaine manière par unité de temps. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été remarqué il y a quelques années par des gens qui entraînent les chirurgiens. Et il y a maintenant un certain nombre d'études sur notamment les chirurgiens laparoscopiques. Le fait que les chirurgiens laparoscopiques qui sont entraînés sur des jeux vidéo d'action sont meilleurs à faire des chirurgies et sont meilleurs dans le sens où ils vont plus vite et ils font moins d'erreurs. Donc c'est directement un effet sur le monde du travail. Donc ça, c'était une tâche, mais en fait, on a utilisé énormément de tâches diverses et variées qui montrent qu'il y a un changement bénéfique sur ce qu'on appelle le contrôle attentionnel. Donc le contrôle attentionnel, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'essayer de faire maintenant, ou ce que vous devriez être en train d'essayer de faire maintenant, c'est-à-dire que vous essayez d'ignorer ce que vous dit votre voisin pour vous concentrer sur ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose que vous décidez, qui est volontaire, et qui demande un effort cognitif soutenu, et c'est quelque chose qui, en fait, est assez nécessaire aussi à l'école. Quand on regarde les sujets qui jouent aux jeux vidéo d'action, on a pu montrer que, par exemple, c'est des gens qui sont meilleurs à supprimer toute source de distraction. Ils font moins attention aux distractions. Et quand on utilise des données d'imagerie cérébrale, on a pu montrer que les principaux réseaux qui changeaient sont les réseaux très connus du contrôle attentionnel. Donc des réseaux qui ont à voir avec soit l'orientation de l'attention vers ce qui est important pour la tâche, soit le maintien de l'attention tout au cours d'une tâche, soit l'inhibition et le contrôle d'inhibition pour ne pas pouvoir répondre. Toutes ces structures-là changent chez les gens qui jouent aux jeux vidéo d'action. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, et il y a un papier qui vient d'être publié dans PNAS, c'est de montrer que si vous avez un très bon contrôle attentionnel, l'avantage, c'est que vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce qui est important pour la tâche et vous focaliser vraiment sur quelles sont les caractéristiques diagnostiques de la tâche et ignorer toute autre source de distraction. Et du coup, ce sont des gens qui, en fait, apprennent plus vite. Et donc, ils apprennent des tâches perceptives beaucoup plus vite. C'est dans ce contexte-là que j'aimerais juste toucher rapidement sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'éducation. Alors, il y a une certaine excitation pour les jeux vidéo parce qu'on sait que c'est un média qui est extrêmement plébiscité par la jeunesse. Notamment, par exemple, Call of Duty avait été joué l'équivalent de 600 millions d'heures, c'est-à-dire plus de 68 000 années, en moins de 2 mois, juste après sa première relâche en 2010. C'est des chiffres qui sont étonnants. Si on avait ça pour faire de l'algèbre linéaire, on serait content. Le problème, c'est qu'ils sont en train de courir après des zombies ou après des méchants. Donc, une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de canaliser cette énergie, mais vers des contenus qui semblent être plus valorisants pour notre société. L'autre domaine d'intérêt, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que d'une certaine manière, dans ces jeux vidéo d'action, il semble y avoir des ingrédients, des facteurs qui favorisent l'apprentissage. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça au service de l'éducation pour avoir des technologies éducationnelles qui soient plus efficaces? Je ne pense pas qu'on en est là, et je pense, pour tout vous dire, pour être franche, que ça va prendre à peu près 50 ans. C'est-à-dire que notre génération va un peu mettre les premiers blocs en place et qu'on va voir ça évoluer de façon relativement lente, mais il y a pas mal encore de travail, et notamment de travail de recherche. Mais il y a déjà des indices qui semblent pointer dans la bonne direction. Alors certains de ces indices sont en fait de regarder, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, des jeux vidéo qui ont été mis sur le marché par des compagnies de divertissement, donc qui en fait, ce sont des jeux qui n'ont aucun but éducationnel, mais de comprendre leur impact
sur différents aspects de la cognition et notre fonctionnement, et notamment dans des cadres qui ont à voir avec l'éducation. Donc dans le cas de la lecture, par exemple, on a fait une petite étude où on s'est demandé, est-ce que ces gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo d'action lisent très vite mais très mal, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ou est-ce qu'en fait, ils ont des différences de lecture? Alors, vous avez beaucoup entendu, et c'est ce que les discussions de ce matin étaient parfaites, parce que la première chose à savoir, que c'était des adultes et des étudiants à l'université. Donc, ce que vous voyez là, c'est que à ce stade-là, quand vous êtes à l'université, la lecture et la lecture de mots a été automatisée, et donc il n'y a aucune différence entre les gens qui jouent aux jeux vidéo d'action ou pas. Quand vous regardez la lecture de non-mots, par exemple, qui est beaucoup plus difficile, et notamment ça s'était fait en anglais, où, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup d'irrégularités, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait la même rapidité de lecture entre les gens qui se disaient jouer beaucoup aux jeux vidéo et ceux qui ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, mais par contre, ceux qui jouaient aux jeux vidéo d'action lisaient avec moins d'erreurs les non-mots. C'est ce genre de marqueur qui fait qu'on va se demander comment appliquer ces jeux vidéo à des phénomènes et des softwares éducatifs. Alors, il y a des gens qui ont essayé de pousser, et c'est mon collègue Andrea Faccoetti, un peu plus loin cette idée en disant, si on prend des jeux vidéo d'action, chez des sujets où on sait qu'il y a des problèmes attentionnels, est-ce qu'on peut remédier à ces problèmes attentionnels et en même temps remédier à la dyslexie? Et c'est une étude extrêmement controversiale parce qu'ils ont pris des dyslexiques italiens et ils ont fait une étude relativement courte de 10 heures de jouer à des mini-jeux d'action dans un petit jeu commercialement disponible. Donc ça n'avait rien à voir avec des jeux de lecture, hein, c'est vraiment des jeux de divertissement. Et ils ont montré que ces enfants italiens dyslexiques bénéficiaient de cette intervention. Alors, ça doit être vraiment remis dans un contexte très spécifique. Un, c'est que c'est des enfants qui sont italiens, et donc en Italie, en italien, tous les problèmes phonologiques ou même de lettres à son dont vous a parlé Joe Ziegler sont beaucoup plus transparents. Donc, c'est beaucoup plus facile d'apprendre ça. Et la plupart des enfants dyslexiques en italien sont des enfants qui ont des problèmes attentionnels. Comme Stan vous l'a montré, il y a un moment au cours du développement où l'attention va être importante pour la lecture, mais pas forcément pendant tout le développement. Donc c'est quelque chose à prendre avec, je dirais, des pincettes, dans la mesure où c'est une intervention qui est intéressante si vous agissez au moment où le système attentionnel se met en place et doit être amélioré, mais qui n'aura aucun effet si vous agissez chez un enfant qui est dyslexique et qui n'a pas de problème attentionnel. Et comme vous l'a montré Michel Mazot, c'est extrêmement important de comprendre d'où vient le déficit, parce que dans ces cas-là, vous n'aurez absolument aucun effet, ou dans des orthographies comme le français ou l'anglais, où la plupart des problèmes de dyslexie viennent en fait de l'irrégularité entre l'orthographie et la phonologie. Un autre problème qu'on a essayé d'attaquer, c'est quelque chose qui est bien connu parmi vous, puisque Stan est un des leaders de ce field, de ce domaine, c'est le sens des nombres. Le sens des nombres, c'est cette capacité qu'on a à appréhender très rapidement les différentes magnitudes dans notre environnement. Alors, une petite tâche qui est sans doute familière, c'est la tâche des points jaunes ou des points bleus. C'est-à-dire que je vais vous montrer relativement rapidement une série de points jaunes et de points bleus. Il faut que vous me disiez s'il y a plus de points jaunes ou plus de points bleus. Donc, vous êtes prêts? Il faut regarder dans là, exemple 1. Jaune ou bleu? Jaune. Alors, ça, c'était relativement facile. C'est-à-dire qu'il y avait 2 fois plus de jaune que de bleu. Maintenant, je vais vous demander de faire la même chose, mais ça va être plus dur. Faites très attention. Bien se concentrer, jaune ou bleu? C'était jaune. Ce genre de tâches nous permettent en fait de savoir quelle est la résolution du système des sens des nombres. C'est-à-dire qu'on a tous un sens des nombres, mais il est plus ou moins exact, il est plus ou moins précis. Dans l'expérience que je vais vous montrer, on a pris des individus qui étaient de jeunes adultes. On a testé leur sens des nombres avant l'entraînement. Ensuite, on l'a divisé entre 2 groupes. De nouveau, un groupe qui était forcé à jouer à des jeux vidéo d'action, l'autre groupe qui était forcé à jouer à des jeux sociaux. Et puis, après quelques jours, on a fait revenir ces gens et on a testé de nouveau leur sens des nombres. Et ce que je vous montre là, c'est que ceux qui ont été entraînés sur les jeux vidéo d'action montrent maintenant une plus grande résolution du sens des nombres que ceux qui ont été entraînés sur un jeu contrôle. Donc c'est vraiment le même phénomène que ce que je vous montrais en vision ou orientation mentale. Il y a cette capacité qu'on peut induire des améliorations dans ces différents domaines.
Alors, dans ce cas-là, ça nous a intéressés parce que c'est une collaboration qu'on fait avec Justine Alberda, qui est une des personnes qui a essayé de montrer quel était le lien entre la précision du sens des nombres et les capacités mathématiques à l'école. Et Stan Dehaene est aussi quelqu'un qui a extrêmement bien illustré ce lien. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre de nouveau le problème des mathématiques en faisant jouer des enfants à Call of Duty, qu'on n'ait pas d'incompréhension. Mais ça veut dire qu'on a potentiellement des outils technologiques, on va pouvoir par exemple aider certaines capacités qui sont des capacités fondatrices pour après construire des choses beaucoup plus difficiles en mathématiques, comme par exemple la manipulation symbolique. Maintenant, j'aimerais couvrir et finir pendant les 2 dernières minutes quel est un peu le statut de ce qu'on sait quant aux nouvelles technologies et les performances à l'école ou au travail, d'ailleurs. Ça s'applique aussi au travail. Alors, il y a un phénomène très clair qui a été reproduit dans beaucoup de pays, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, c'est qu'une plus grande utilisation des nouvelles technologies, que ce soit les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, veut dire moins de temps consacré aux devoirs. Comme je suis Mélanie, je peux vous dire aussi que ça veut dire moins de sommeil et une moins bonne qualité de sommeil, et du coup des résultats désastreux à l'école. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est la réalité de tous les jours à l'école. Les nouvelles technologies vraiment bouleversent un certain nombre de principes de l'éducation, où les enfants ne font pas ce qu'ils sont censés faire à la maison, n'ont pas les heures de sommeil qu'il faut. Maintenant, ce que je viens de vous dire paraît surprenant dans ce contexte, mais ce n'est pas si surprenant que ça. Je vous ai montré juste les effets d'un type de jeu vidéo d'action, et je vous ai même montré que tous les jeux vidéo n'avaient pas le même effet, puisque, en fait, on prend des jeux contrôle comme groupe de base contre lesquels on compare nos groupes de jeux vidéo d'action. Et en fait, toutes les nouvelles technologies n'ont pas non plus les mêmes effets. Donc c'est là d'où vient énormément de la confusion. Je peux vous montrer un exemple qui est très contre-intuitif. Je vous ai montré que jouer à des jeux vidéo d'action donnait un meilleur contrôle attentionnel. Ces gens-là sont meilleurs, par exemple, à faire aussi du multitâche. Il y a dans notre société un engouement certain, un certain nombre d'entre vous sont en train de se pratiquer ce sport en ce moment, c'est de faire plusieurs tâches en même temps sur différents médias. Vous êtes relativement disciplinés comme groupe, mais il y en a un certain nombre de vous qui sont en train de tapoter sur votre écran ou sur votre mobile phone. C'est quelque chose qu'on accepte, qu'on a accepté socialement, qui a été très poussé dans notre société. On s'est aperçu que les gens qui disent faire beaucoup de multitâches entre différents médias avaient un déficit de contrôle attentionnel, ils ont un très mauvais contrôle attentionnel, ils sont très facilement distraits et ils sont très mauvais à faire du multitâche. Mais vous êtes tous très confortables avec ce que vous êtes en train de faire en ce moment parce que c'est accepté. Je dirais un autre exemple, l'exemple des tablettes chez les très jeunes enfants. On a très peu de données et très peu de recul sur l'utilisation des tablettes chez les très jeunes enfants. Mais on a tous accepté que ça serait la nanny du XXIe siècle. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas assez de recherche. Et l'autre problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite que la recherche. Donc c'est vraiment un appel aussi à comprendre, comme l'a dit ce matin Stan, certaines des limitations de la recherche dues au manque de recul par rapport aux technologies qui sont disponibles. Maintenant, ce qu'on fait dans notre laboratoire, c'est vraiment d'essayer de pousser et de comprendre quels sont les ingrédients dans ces jeux vidéo d'action qui ont une mécanique très spéciale, qui favorise l'apprentissage, de manière à pouvoir en fait informer les gens qui développent des jeux de quelles sont les mécaniques intéressantes à inclure dans des jeux vidéo, soit des jeux vidéo d'éducation, soit des jeux vidéo d'entraînement pour des patients, et éventuellement aussi de comprendre quelles sont les mécaniques des jeux vidéo qui sont contre-productives et d'informer soit l'industrie des jeux vidéo, soit les politiques, des pratiques qui seraient préférables d'éviter pour éviter les dérives dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et c'est donc avec cette remarque que je vais vous laisser et je vous remercie de votre intérêt.